L'ontogénie récapitule la phylogénie, comme j'aurais voulu qu'on me l'explique. On m'a appris en classe, mais je crois que je n'écoutais pas, que l'ontogénie récapitule la phylogénie ou quelque chose comme ça. Tous ces mots compliqués demandent qu'on mette les choses au clair. L'ontogénie et la phylogénie, qu'est-ce que c'est que cette drôle de paire? L'ontogénie, c'est le développement de l'embryon et la phylogénie, c'est l'histoire de l'évolution. Ce serait donc tout le film de l'évolution qui se rejouerait lors de la croissance de l'embryon. Du moins, c'est ce que nous dit la théorie qu'on appelle théorie de la récapitulation. Avant d'arriver aux singes, nous passerions ainsi par le stade de bactéries, d'invertébrés et de poissons. Plus nous serions proches les uns des autres sur l'arbre de parenté du vivant, plus les embryons de nos espèces se ressembleraient longtemps durant leur développement. Il suffirait ainsi de quelques heures pour nous distinguer d'une étoile de mer sans difficulté, de quelques jours pour un poisson, mais de plusieurs semaines pour un chimpanzé. Cette idée toutefois est aussi vieille que Darwin lui-même, et les temps ont depuis bien changé. Le fond ainsi que la forme peuvent poser problème, et tout cela mériterait d'être expliqué. C'est l'heure d'étudier notre développement d'un point de vue embryologique pour découvrir s'il s'y cache vraiment un message phylogénétique. Quand nous ne ressemblions qu'à un amas de cellules en forme de petites boules, c'était à l'âge de 3 semaines, mais cela varie selon qu'on est un homme ou une poule. Un trou se forme qui, en se creusant, donne naissance à notre tube digestif. On pourrait croire que ce premier trou deviendra la bouche, ça semblerait intuitif. Mais curieusement, il s'agit en fait de l'anus, l'arrière-train en premier, comme c'est inventif. C'est comme si notre développement se faisait la tête en dernier, en négatif. C'est tout à fait normal pour un deutérostomien, car si en premier se formait notre bouche, alors cela ferait de nous des invertébrés comme les escargots ou les mouches. La plupart des invertébrés sont des protostomiens, sauf quelques espèces un peu louches, dont font partie les étoiles de mer et les oursins, car eux aussi ont un anus pour une bouche. Leur développement est comme le nôtre, retourné comme une chaussette, ce qui fait de ces invertébrés les plus proches de nos cousins sans squelette. Arrivés à 6 semaines, nous ne ressemblions qu'à de curieux petits limaçons, avec une tête, un tronc, une queue, et nos bras et nos jambes étaient des moignons. Nous portions alors sur le cou de petits bourrelets soutenus par des arcs cartilagineux, qui en s'ossifiant ont donné nos oreilles, mâchoires, glottes et notre pharynx ici en bleu. Mais saviez-vous que chez les requins, les raies et autres poissons de tout pays, ces mêmes arcs en grandissant donnent en plus des mâchoires de magnifiques branchies? Notre mâchoire et notre oreille, même si elles n'en ont plus l'air aujourd'hui, sont faites du même matériau de base que ce qui chez les poissons deviendra les ouïes. C'est pourquoi même si les termes arc cartilagineux ou pharyngiaux seraient plus à propos, vous entendrez souvent parler de cette structure sous le nom d'arcs branchiaux. Restons du côté de la mandibule après qu'elle ait continué une croissance confortable. À 12 semaines, le corps est bien formé et ses os prennent une forme reconnaissable. Parmi eux, il y a 3 osselets, marteaux, enclumes et étriers qui sont incontournables, car ils servent à amplifier les vibrations de l'air capté par le tympan, cette membrane. On retrouve ces osselets chez tout et seulement chez les mammifères, depuis les monotrémaux marsupiaux en passant par les placentaires. Mais quand on jette un coup d'œil averti aux embryons de ces derniers, on y voit que les os de l'oreille y sont proportionnellement plus développés. Et qu'au lieu de s'attacher vers le haut à la région de l'oreille comme on s'y attend, il s'attache vers le bas à la mâchoire inférieure, comme c'est étonnant. Et il y a cette longue baguette de cartilage ici en jaune, impossible de ne pas la voir, qui avec les osselets de l'oreille des adultes n'a pour ainsi dire rien à voir. Curieuse disposition que celle-là, mais les paléontologues ont immédiatement reconnu que c'était la même que celle qu'on rencontre chez des fossiles bien connus. Du temps des dinosaures, les petits mammifères dans leur oreille n'avaient pas d'osselets, mais comme pour les embryons d'aujourd'hui, sur la mâchoire ces os étaient alignés. Que nos osselets de l'oreille soient d'anciens os de la mâchoire a certes de quoi surprendre, mais à quoi diable pouvaient servir ces petits os autrefois s'ils ne servaient pas à entendre? Jetons un œil parmi cette grande famille d'où sont sortis nos ancêtres les plus lointains. Je parle bien sûr des synapsides, plus connus sous le nom de reptiles mammaliens. Les plus anciens d'entre eux avaient jusqu'à 8 os composant leur mandibule, mais ces os ont en quelque sorte subi un mouvement à la fois de réduction et de recul. Sous l'effet d'un compromis entre efficacité de l'audition et de la mastication, ils se sont retrouvés comprimés et réduits à leur plus simple expression. La même baguette qui, chez les embryons, devient nos 3 osselets de l'oreille moyenne, était il y a des millions d'années faite de plusieurs os de taille moyenne. Comme dit Métrodon, reptiles et oiseaux ont une mâchoire faite d'os en mosaïque, là où ces os ont quitté la mâchoire et ont rejoint l'oreille chez les mammifères mésozoïques. Ne vous en faites pas, toutes ces espèces de synapsides n'étaient pas pour autant sourdes, car les espèces d'oiseaux et de reptiles actuelles, pour entendre, ne sont pas balourdes. La conclusion est donc très simple et ses conséquences en signification sont lourdes. Ce n'est pas de votre crâne, mais bien de votre mâchoire que viennent vos esgourdes. En complément de l'anatomie comparée des êtres vivants et de la paléontologie, l'ontogénie donne donc des indices capitaux pour mieux comprendre la phylogénie. Alors l'ontogénie récapitule-t-elle la phylogénie? Un peu, certes, mais attention. La formule est séduisante, mais cette maxime est une super simplification.
Elle ne s'applique pas aux organismes entiers, contrairement à ce que cette image sous-entend, mais simplement à leurs caractéristiques anatomiques prises une à une individuellement. Dans l'exemple de l'oreille et de la mâchoire, la morphologie rencontrée chez l'embryon renvoie à l'histoire de notre mandibule uniquement, pas à toute notre évolution. À aucun moment de notre croissance, nous n'avons ressemblé à un dimétrodon, pas plus que nous ne nous sommes changés en étoile de mer, en reptile ou en poisson. Quelques os en plus dans notre mâchoire n'ont pas fait de nous des crocodiles en furie, pas plus que nos arcs branchiaux ne sont jamais devenus de véritables branchies. Et la façon dont s'est formé notre tube digestif n'a jamais fait de nous des étoiles de mer. Ajoutez à cela que nos ancêtres n'ont jamais eu cette tête de larve à tomber par terre, Et que la ressemblance entre les premiers stades sur cette image fut légèrement exagérée. et vous comprendrez que cette vieille théorie ferait mieux d'être morte et enterrée. Oh mais attends, comme tu sembles pressé, tout là-dedans n'est pas bon à jeter. Sous le nom d'Evo, comme le phénix de ses cendres, elle renaît. L'Evo nous apprend que par effet domino, même une petite mutation peut fortement influencer l'aspect d'un adulte pourvu qu'elle survienne tôt dans l'embryon. Une petite cause génétique peut donc avoir de grandes conséquences. Moins les espèces sont apparentées, et plus tôt s'exprimeront ces différences. Chez les vertébrés, une grande diversité morphologique naît de ces changements de timing. Allonger un bras ou une jambe ou supprimer un doigt devient ainsi une simple question de planning. Les ramifications de l'arbre du vivant sont dictées par la façon dont la croissance fonctionne. L'ontogénie ne récapitule pas la phylogénie, non, en réalité, elle la façonne.